Je parle de l'impérialisme qui mord la poussière en Iran. En effet, il n'a échappé à personne que le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, vient publiquement de crier urbi et orbi un appel au cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Non sans avoir participé du mieux qu'il pouvait à la guerre d'Israël contre l'Iran. Il est important de rappeler que le gouvernement israélien de Benyamin Netanyahou s'est permis d'attaquer sauvagement la République d'Iran au motif que le régime au pouvoir des ayatollahs était en train de développer sa capacité d'acquisition de l'arme nucléaire. Et que cette acquisition de l'arme nucléaire avait pour but de s'en servir pour détruire l'État d'Israël. Il est important de rappeler au monde entier que la doctrine dont s'est inspiré le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, c'est une doctrine éminemment américaine qui s'appelle la doctrine du preventive war, ou encore la doctrine de la guerre préventive. Selon cette doctrine, un pays qui soupçonne un autre d'avoir éventuellement l'intention de l'attaquer un jour dans le futur aurait le droit d'attaquer par anticipation ce pays-là. La doctrine du preventive war, qui est au fondement de ce que Daniel Ganser, spécialiste géopoliticien, géostratège suisse, a appelé les guerres illégales de l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est cette doctrine qui est au fondement de la pratique politique du gouvernement israélien actuel. Ils partent du principe que dès lors que vous ne les aimez pas, ils ont le droit de vous détruire. Ils partent du principe que dès lors que vous ne faites pas leurs 4 volontés, vous n'avez pas le droit d'exister. Ils partent du principe que dès lors que vous menez une politique qui est compatible avec vos intérêts et non pas avec leurs intérêts, ils ont droit de vie ou de mort sur vous. C'est la doctrine du preventive war, la doctrine de la guerre préventive. Le corollaire de cette doctrine, c'est qu'elle est la légitimation totale de la colonisation et de l'impérialisme. Car, en fait, qu'est-ce que c'est que la colonisation? C'est l'action par laquelle une puissance envahit un pays étranger, en partant du principe que les ressortissants de ce pays étranger risquent d'utiliser les ressources de leur sol pour leur intérêt à eux, et non pas pour l'intérêt de la puissance envahisseuse. Parce que c'est ça la colonisation. Les attaques coloniales contre le continent africain sont parties du principe que les Africains ont de l'or. Ils ont de l'uranium, ils ont du manganèse, ils ont du pétrole, ils ont du gaz, ils ont du coltan, ils ont du cuivre, ils ont de l'uranium, ils ont du bois. Les Africains ont toutes les richesses dont on a besoin sur la terre. Comme les Africains risquaient d'utiliser ces richesses pour eux-mêmes, les colons ont décidé d'attaquer l'Afrique et de se partager l'Afrique pour que les richesses des Africains servent davantage aux puissances coloniales qu'aux Africains. Donc, la colonisation, le principe même du colonialisme, c'est le principe de la guerre préventive. Ah! Ils veulent utiliser leur pétrole pour eux-mêmes. Ils veulent utiliser leur uranium pour eux-mêmes. Ils veulent utiliser leur gaz pour eux-mêmes. Ils veulent utiliser leur or, leur diamant pour eux-mêmes. Attaquons-les avant qu'ils ne soient capables de le faire. Emparons-nous de leurs terres. Emparons-nous de leur sous-sol. Emparons-nous de leurs fleuves, de leurs mers. Emparons-nous même de leurs temples. Emparons-nous de leurs œuvres d'art. Déshumanisons-les de telle façon que nous puissions dire, vous voyez, ce sont des sous-hommes. Par conséquent, nous pouvons en disposer à volonté. Vous voyez très bien, ils n'ont pas de temple. Vous voyez très bien, ils n'ont pas de palais. Vous voyez très bien, ils n'ont pas d'usine. Donc, on crée le chaos. Et à partir de ce chaos, on légitime de manière anticipée, on légitime de manière rétrospective la barbarie commise contre l'autre. C'est ça la colonisation.
Mais la néocolonisation et l'impérialisme ne sont rien d'autre que la poursuite du principe de la guerre préventive. Cette fois-ci dans le cadre de l'empire et des manipulations du droit international. Dans le cas de l'impérialisme, à partir notamment du 19e siècle, les grandes puissances occidentales, qui avaient été des grandes puissances négrières, avec leurs alliés négrières du Moyen-Orient, se partagent l'Afrique sans les Africains. 1884-1885 à Berlin. En se partageant l'Afrique sans les Africains, les grandes puissances occidentales constituent ce qu'on appelle des empires. Qu'est-ce que c'est qu'un empire? C'est un territoire obtenu par la conquête coloniale, sur lequel on a droit de vie et de mort sur les populations, et on a droit de préemption sur toutes les richesses. Ainsi vont naître les empires portugais. En Afrique, des pays comme le Mozambique, l'Angola, la Guinée-Bissau, Sao Tomé et Principe vont tomber entre les mains de ces grands criminels négriers et coloniaux. Ainsi va naître l'Empire français. Une quinzaine de pays, plus d'une quinzaine de pays africains vont tomber sous le contrôle des auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, qui ont perpétré la colonisation, les colonisations françaises. Je ne vous citerai pas ici la liste fastidieuse des territoires qu'ils vont s'octroyer. Ainsi va se constituer l'Empire britannique. Ainsi va se constituer l'Empire, italien. Ainsi vont se constituer les empires. Car en fait, l'impérialisme, c'est la domination sur la base du principe de l'impérium. Je ne me contente pas de posséder mon pays, je possède le tien. J'intègre le tien dans le mien, mais en le plaçant en position de vassal. À ce moment-là, on est dans un empire. Mais pourquoi les impérialistes ont-ils constitué les empires? Mais parce que la colonisation ne leur permettait pas de rentabiliser de façon maximale les conquêtes négrières et les conquêtes coloniales. L'empire leur permettait de constituer un système du monde, un ordre du monde dans lequel ils seraient tout naturellement des grandes puissances. Tout ce qu'on appelle globalement dans la terminologie politique les grandes puissances du monde, bien souvent ont été constituées par des actes coloniaux et des actes impérialistes. Si vous regardez aujourd'hui la composition du Conseil permanent de sécurité des Nations Unies, vous y retrouvez ceux qui se sont donc justement repartagés le monde à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale de 1939-1945. On les a appelés les 5 grands. Mais en quoi étaient-ils grands? Une bonne partie de ces grands n'étaient grands que par la traite négrière. Une bonne partie des 5 grands n'étaient grands que par la barbarie des pénétrations coloniales du 18e, 19e, 20e siècle. Une bonne partie de ces grands n'étaient grands que pour avoir organisé le pillage de masse de territoires du monde dont ils ont décrété qu'ils étaient faits de zones d'influence, de précarés, de chasse gardée. Il y a 5 membres du Conseil permanent de sécurité. Et parmi les 5 membres, il y en a 3 dont l'Empire s'est constitué essentiellement au détriment d'autres pays du monde. Ce sont les États-Unis d'Amérique, dont l'Empire est essentiellement constitué de l'extermination des Indiens d'Amérique et de l'esclavagisation des Noirs d'Afrique. Sans ces 2 conditions, il n'y a pas les États-Unis. C'est ce qu'on appelle l'objection Geronimo, du nom d'un grand chef indien d'Amérique, résistant. Et on doit l'appeler, et bien sûr, l'objection, si vous voulez, Martin Luther King, du nom de l'un des grands défenseurs de la cause, des Africains ségrégués, jusqu'à ce jour aux États-Unis. Vous prenez la puissance française. Elle n'est devenue un empire et une grande puissance qu'à travers la colonisation et à travers la constitution de son empire par la confiscation des richesses de ses colonies. Vous enlevez à la France les territoires conquis par la traite négrière, les territoires conquis par les colonies,
Si vous enlevez cela à la France, les territoires qu'elle avait sous son empire, si vous lui enlevez les territoires qu'elle a encore sous le contrôle de son fameux franc CFA, la France cesse d'être ipso facto une grande puissance. Et c'est un fait qui ne peut être contesté par personne en France. C'est un fait qui ne peut pas être contesté, qui peut être contesté par personne en France. D'autant plus que c'est un fait qui a été très courageusement documenté par le président français Jacques Chirac, que je citerai, s'il le faut, tous les jours, jusqu'à ce que l'Afrique soit entièrement libérée. Monsieur Chirac, venez ici. D'où vient la fortune que nous avons précisément, d'où vient la fortune que nous avons aujourd'hui en France? Il faut qu'il le rappelle, pour qu'on sache d'où vient la grande puissance française. Il faut que les gens sachent d'où vient la grande puissance française, quand on parle de puissance. Monsieur Chirac, vous êtes là? En général, vous n'êtes pas loin. Sortez exceptionnellement de votre tombe pour dire le mantra qui énerve ceux seuls qui n'aiment pas la vérité. Il est là, Chirac. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Quant à la Grande-Bretagne, c'est évident qu'elle n'est devenue une grande puissance que quand, grâce à sa flotte, elle a vécu de la traite négrière et elle s'est étendue sur l'Asie, s'emparant de la Chine, de l'Inde, du Pakistan. Elle s'est jetée sur l'Afrique, s'emparant de territoires entiers qu'elle a décidé, elle a décrété territoire britannique, au prix de guerres sanglantes, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, pour lesquels il n'y a pas encore eu l'ombre d'un début de procès. Il reste 2 des 5 grandes puissances du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ces 2 autres puissances se caractérisent par le fait de n'avoir jamais colonisé les Africains. C'est la Fédération de Russie et la République populaire de Chine. Jamais les Russes, jamais les Chinois n'ont forcé les Africains à être leur propriété. Jamais les 2 puissances en question. On peut critiquer l'expansionnisme économique de la Chine, on peut critiquer l'intérêt de la Russie pour les gains qu'elle peut tirer de sa coopération africaine. On ne pourra jamais, pour les Africains, présenter la Chine et la Russie comme des puissances colonialistes ou impérialistes. Du point de vue de l'Afrique des libertés, la Chine et la Russie n'ont jamais été des puissances négrières ou des puissances colonialistes. Donc, leur puissance ne s'est pas constituée au détriment des Africains. Elle ne s'est pas constituée sur le dos des Africains. Ces puissances-là, la Fédération de Russie et la Chine, ont élaboré des stratégies propres. Mais il n'y a pas une Afrique chinoise et il n'y a pas une Afrique russe. Pourquoi? Parce que ces puissances n'ont pas pris les armées pour s'attaquer à nous. Bon, très bien. Maintenant, on va s'intéresser à nouveau à la question du conflit israélo-iranien. Puisque ces puissances-là, et notamment ici donc les puissances occidentales, à savoir donc la puissance américaine, la puissance britannique, la puissance française, n'ont prospéré que par la traite négrière, les colonisations et l'impérialisme. Qu'est-ce qui explique leur attaque en cette année 2025 contre l'Iran? Exactement les mêmes causes et les mêmes effets que depuis le XVIe siècle. On attaque l'Iran parce que l'Iran est un pays de grande civilisation qui a à sa tête un gouvernement patriotique et nationaliste déterminé à faire usage des richesses iraniennes pour la puissance iranienne. On peut critiquer le régime des mollahs. Encore qu'il faut se méfier de reproduire, de répéter la dictée occidentale sur ce régime. Si on se place du point de vue de l'Occident, l'Iran est une dictature affreuse.
N'est-ce pas? Sauf que l'Iran n'a jamais jeté 2 bombes nucléaires, 2 bombes atomiques, le 6 et le 9 août 1945, à Nagasaki et à Hiroshima. L'Iran n'a jamais fait ça. Mais pourtant, on nous présente l'Iran comme le pire régime qui est sur la terre. Comment l'Iran peut-il être le pire régime qui est sur la terre alors que l'Iran n'a jamais pris une bombe atomique pour jeter sur une ville? Un régime qui a pris la bombe atomique et qui l'a jetée sur une ville, qui l'a jetée sur 2 villes, avec 3 jours de réflexion entre les 2 actes, est-ce qu'il y a plus monstrueuse puissance que celle qui a fait cela? Non. Je donne un deuxième exemple de barbarie qui a été perpétré sur cette terre. Ce n'est pas l'Iran qui l'a fait. Il y a un régime là qui a provoqué, qui a éliminé, qui a exterminé 6 millions de juifs. 6 millions de juifs en Europe. Est-ce que c'est l'Iran? Parce que ici en Occident, quand on veut nous présenter la méchanceté sous sa forme absolue, on prend le génocide des juifs. Mais qui a génocidé les juifs d'Europe? Qui a organisé le génocide des juifs d'Europe? C'est le régime allemand de Adolf Hitler. Oui ou non? Provoquant d'ailleurs une guerre mondiale effroyable avec 66 millions de morts. Là encore, ce n'est pas le nom de l'Iran qui sort. L'Iran n'a jamais provoqué, n'a jamais exterminé 6 millions d'habitants de cette planète, d'un pays étranger. L'Iran est connu comme une république qui se bat contre ceux qui l'attaquent. Donc d'abord, quand vous regardez l'Iran, et pour vous regarder ceux qui attaquent l'Iran, vous vous rendez compte que ceux qui attaquent l'Iran ont commis plus d'actes barbares que l'Iran. Dans l'histoire récente du XXe siècle, qui a armé l'Irak de Saddam Hussein pour attaquer l'Iran pendant pratiquement 8 ans dans les années 80, afin d'empêcher l'Iran de vivre son modèle de société comme il l'entend? Qui a armé l'Irak contre l'Iran? J'espère que vous savez que c'est la coalition occidentale, la même qui a réduit les Africains en esclavage, la même qui a organisé les grandes invasions coloniales. C'est cette même coalition qui a armé l'Irak dans les années 80 pour combattre l'Iran et empêcher l'Iran de développer son modèle de société. Et tout faire pour que l'Iran se soumette aux règles commerciales de la coalition occidentale. Pendant pratiquement 10 ans. Et je m'en souviens, mon adolescence a été marquée par les images de la guerre Irak-Iran. Les États-Unis d'Amérique et leurs alliés ont utilisé l'Irak dans les années 80 contre l'Iran, comme ils utilisent aujourd'hui l'Ukraine contre la Russie, comme ils utilisent Israël contre l'Iran, comme ils utilisent le Rwanda et l'Ouganda contre la République démocratique du Congo, comme ils utilisent Taïwan contre la République populaire de Chine. Ils ont fait ça. Je me souviendrai des images des êtres humains mourant sous l'usage d'armes chimiques lors de cette guerre atroce. Saddam Hussein, que vous avez vu pendu au début des années 2000, par la volonté des États-Unis d'Amérique et de l'OTAN en général, Saddam Hussein que vous voyez là, a d'abord servi les intérêts occidentaux contre l'Iran, avant de se rendre compte que ce pourquoi il s'était sacrifié ne lui valait pas d'être considéré comme un ami de l'Occident, mais simplement comme un misérable valet. Quand Saddam Hussein a osé faire objection à cela, ses maîtres se sont retournés contre lui. Ils l'ont arrêté dans un trou. Ils l'ont pendu haut et court. Sans pitié. Et ce qui est arrivé à Saddam Hussein. Donc, il faut que l'Afrique voit très bien que c'est la même coalition qui se déplace partout sur la terre pour imposer d'abord le chaos et ensuite son ordre. C'est une coalition qui utilise le chaos comme un moyen pour faire régner l'autre. Il y a une excellente chercheure, elle s'appelle Naomi Klein, et qui a écrit un livre sur ce qu'elle appelle « Disaster Capitalism », le capitalisme du désastre. Cherchez le livre de Naomi Klein. Disaster Capitalism, le capitalisme du désastre. L'instrumentalisation du désordre comme moyen de conquête. C'est la même doctrine que la guerre préventive dont je vous parle depuis.
Donc l'Iran est attaqué au motif que l'Iran est en train de développer une expertise dans le domaine nucléaire. Mais le pays qui attaque l'Iran possède l'arme nucléaire, Israël. Il n'en a pas été empêché par l'Iran. Il n'en a pas été empêché par les États-Unis. Autour de l'Iran, d'autres pays possèdent l'arme nucléaire. C'est le cas de l'Inde. L'Iran n'a pas attaqué l'Inde parce que l'Inde a l'arme nucléaire. Le Pakistan possède l'arme nucléaire. L'Iran n'a pas attaqué le Pakistan parce que le Pakistan possède l'arme nucléaire. La Chine a l'arme nucléaire. La Corée du Nord a l'arme nucléaire. On décide que parce que l'Iran ne fait pas les 4 volontés de la coalition occidentale, il faut que l'Iran, lui, soit empêché de développer son programme nucléaire. Mieux que l'Iran soit empêché d'avoir un nucléaire militaire. Voilà la décision qui est à l'origine de la guerre Israël-Iran, qui n'est rien d'autre en fait que la guerre OTAN-Iran. Bon, très bien. Quand cette guerre a commencé, je dois avouer que nous sommes une majorité qui se disait, ça y est, ils vont écraser l'Iran comme ils ont écrasé l'Irak. Ils vont écraser l'Iran comme ils vont écraser l'Irak, nous disions-nous. Pourquoi? Parce que quand vous voyez l'armada de l'OTAN qui est déployée autour de l'Iran, franchement, vous devez tirer un chapeau aux Iraniens d'être encore debout. À l'État iranien d'être encore debout. L'Iran est encerclé d'une vingtaine de bases militaires américaines. L'Iran est encerclé par des navires de guerre américains extrêmement puissants. L'Iran est encerclé par des sous-marins lance-missiles américains extrêmement puissants. L'Iran est encerclé dans cette situation depuis les années 80. Depuis les années 80, l'étau de l'OTAN autour de l'Iran n'a cessé de se resserrer. Donc quand Israël a engagé la guerre contre l'Iran, on a bien compris que c'était un mécanisme comparable à la provocation organisée contre l'Irak à travers le Koweït dans les années 90. Vous savez, pour piéger Saddam Hussein, l'OTAN, et notamment donc la coalition anglo-américaine, a provoqué un conflit entre le Koweït et lui. Quand Saddam Hussein s'est attaqué au Koweït, la coalition occidentale en a profité pour détruire l'Irak, pour attaquer l'Irak, jusqu'à parvenir à tuer Saddam Hussein. Bon. Quand cette affaire a commencé, je crois que nous sommes nombreux ici rassemblés qui nous disions que, oh mon Dieu, pauvre Iran, il ne s'en tirera pas. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.